Dis-nous, Jeanne, d'où vient l'ergonomie? L'ergonomie vient du mot grec ergos qui veut dire travail et nomos, loi, règle. Donc l'ergonomie, elle a été fondée dans la seconde moitié du XXe siècle. Elle a une filiation directe avec l'organisme scientifique du travail, donc le taylorisme et le fordisme, qui ont changé les conditions du travail. Elle renvoie à des préoccupations de santé humaine, de rendement et d'analyse caractéristique des situations au travail. Donc il y a très longtemps, elle a déjà été mise en place. Donc c'est la préhistoire de l'ergonomie. Donc le travail à la chaîne pour construire les machines de guerre, ça a été étudié en moins 426 par exemple, où le travail des forgerons, ou l'interaction entre les hommes et le travail qui a été étudié par un médecin connu qui s'appelle Avicenne, au 1er siècle. Plus tard, il y a eu l'organisation scientifique du travail, qui est là pour penser et définir le travail comme objet d'étude, d'intention scientifique. Donc ça a été mis en place avec la production industrielle, où la division du travail a été faite. Moi, je connais l'histoire assez ancienne de l'ergonomie. Est-ce que toi, tu connais l'histoire plus récente de l'ergonomie? Donc oui, donc en fait, quand l'ergonomie elle est divisée en 3 parties. Donc tout d'abord, de 1945 à 1963, avec c'est le concept de l'ergonomie en fait. Donc tout ce qui est prémisse avec la reconstitution d'après-guerre. Donc vu qu'il y a eu beaucoup de dégâts, il a fallu reconstruire. Donc en fait, il y a eu l'émergence de nouvelles entreprises, ce qui a favorisé l'ergonomie. Donc pendant de 45 à 63. Ensuite, il y a la période de 1963 à 1970. Donc c'est vraiment l'ergonomie. Donc elle devient une spécialité. Suite à la crise économique, donc le contexte social rend difficile l'entrée de l'ergonomie dans les entreprises. Ensuite, il y a la période de 1970 à 1990. Donc c'est le développement de l'ergonomie dans l'entreprise, avec tout ce qui est mise en place de nouveaux postes, tels que des postes de consultants, afin de pouvoir contrôler tout ce qui est l'ergonomie dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous préciser comment était l'ergonomie au XXe siècle? Alors déjà, l'ergonomie au début du XXe siècle, c'était le taylorisme. Alors à cette époque, on remarquait que les salariés étaient beaucoup plus axés sur le fait d'être payés à leur juste valeur, c'est-à-dire être payés en fonction du travail qu'ils effectuent. Alors à cette époque, on a aussi découpé le travail avec les différents gestes élémentaires pour chaque tâche. On les a classés, chronométrés. On a séparé la conception du travail et de son exécution, c'est-à-dire on a distingué le travail réel et le travail prescrit. On a également essayé de réduire l'activité en ne donnant qu'une seule tâche à un opérateur pour qu'il ait beaucoup moins de travail à faire, qu'il ait un travail beaucoup moins mental mais plus axé sur le physique, et ainsi l'opprimer et lui empêcher une résistance hiérarchique. C'est-à-dire que il travaillait, il était un peu un automate et il ne se rebellait pas envers la hiérarchie. En conséquent, on a eu un rejet de la monotonie avec un nombre de grèves et d'arrêts de travail qui a augmenté progressivement. Le taylorisme permettait de programmer les résultats de la production de façon beaucoup plus facile. Ensuite, dans les années 1920, on a privilégié plus les relations entre humains. On a ressenti un besoin entre les salariés d'appartenir à un groupe, d'être soudés, de pouvoir donner leur avis, ça les remotivait. On a également remarqué que le moral d'un groupe, les conditions du matériel, mais également la qualité au sein d'un groupe influe beaucoup sur la production. À cette époque, il y avait une remise en cause fondamentale du taylorisme. Il n'y avait pas une remise en cause fondamentale du taylorisme, mais on leur donne des compensations. Par exemple, on leur donnait des temps de pause, des congés et tout, pour qu'ils soient toujours bien dans l'entreprise.
À cette époque, le groupe est vraiment considéré comme un rouage essentiel de la connaissance scientifique et censé permettre l'amélioration et la performance dans l'organisation du travail. Cependant, le groupe ne reçoit pas particulièrement une capacité de décision. À partir des années 1960, on a commencé à parler d'enrichissement des tâches. On a cherché à rendre le travail plus motivant en donnant des responsabilités aux salariés et en les laissant prendre des initiatives. On a aussi créé une ambiance de groupe de travail. Pour ça, il a fallu apporter une bonne attention par l'encadrement, d'où l'importance d'avoir des méthodes de management qui encouragent les initiatives. Ensuite, à partir des années 1970, il y a eu ce qu'on a appelé le courant socio-technique, c'est-à-dire le fait de lier l'organisation technique du travail et la technique. Tout changement technique a des répercussions sur l'organisation. C'est pour cela que s'il y a une bonne satisfaction des salariés dans leur travail, il y a une meilleure coopération et une meilleure adhésion aux objectifs, et donc une meilleure production. Pour cela, on a développé un besoin d'appartenance à un groupe chez les salariés pour qu'ils se sentent utiles au sein de l'entreprise. Et de nos jours, on développe de nouvelles formes d'organisation. Et même si l'homme reste souvent considéré comme un exécutant, il est de plus en plus souvent considéré comme une ressource pour l'entreprise, et donc l'organisation doit permettre de mobiliser et développer ses capacités de travail. On cherche désormais à promouvoir la participation, l'autonomie et la responsabilité des salariés, mais aussi à améliorer le travail en diversifiant les tâches et en renforçant la sécurité. Pour cela, on a intégré la sécurité et la santé au travail dans le management en donnant des formations aux personnes et en créant le CHSCT. En fait, c'est quoi le regard que porte l'ergonome sur le travail? L'ergonome, il va avoir pour but d'assurer la réalisation du travail dans des conditions de sécurité, mais aussi de santé optimale pour les employés. En fait, il va avoir un regard de sûreté sur son environnement. C'est-à-dire que, par exemple, il va optimiser le travail des employés, mais tout en optant pour des conditions de confort qui sont très bénéfiques pour l'employé et qui ne dégradent pas sa situation. Pour cela, son regard va se porter sur deux éléments. Le premier élément sont les acteurs, donc ceux qui travaillent. Deuxième élément, ça va être l'organisation. Et puis, par rapport à ces observations, il va avoir une décision qui sera le fruit de la communication, de l'écoute. Et donc, dans la majeure partie des cas, il va aboutir à un compromis. D'accord. Un compromis entre optimisation et sécurité pour l'intervenant. Voilà, tout à fait. Et c'est quoi du coup les compétences d'un bon ergonome? Alors, les compétences d'un bon ergonome, ça va être basé sur deux types de compétences. Le premier, ça va être le type très scientifique, très méthodologique. Ça va être des compétences psychologiques, physiologiques, de métrologie aussi. Mais par rapport à ça, il va y avoir des compétences qui vont être beaucoup plus techniques. C'est-à-dire que l'ergonome va se déplacer sur le terrain. Donc il va y avoir des interventions, des analyses du comportement et surtout une prise du contact du terrain. Ok, mais du coup, donc, moi j'ai bien apprivoisé les compétences de l'ergonome, mais concrètement, qu'est-ce qui va faire un ergonome? Alors, il y a deux types de pratiques principales. Il y a ce qu'on appelle la pratique plutôt anglo-saxonne, l'ergonomie Human Factors, qui est plus utilisée aux États-Unis et au Japon, et qui, elle, est basée sur une amélioration scientifique et technique du travail. C'est-à-dire que concrètement, ça va être les conceptions technologiques des sièges de bureau, par exemple. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'ergonomie francophone, qui s'est développée plutôt en France et au Canada, et ensuite en Scandinavie et un peu au Brésil, et qui donc elle est centrée sur l'activité, c'est-à-dire que ça va d'abord être une compréhension de la situation de travail. Donc là, l'ergonome il va être au contact des opérateurs, il va aller dans l'idéal travailler avec eux, et ensuite une analyse précise de la demande de l'employeur. C'est-à-dire qu'avant d'aller au contact des opérateurs, il va y avoir toute une partie de préparation, et il ne faut surtout pas tomber dans le piège quand on a une démarche ergonomique d'aller directement visiter l'entreprise. En fait, d'abord il faut vraiment savoir ce que veut le patron. Et ensuite, la dernière composante de ce type d'ergonomie-là, ça va être de bien cerner la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Donc le travail prescrit, c'est vraiment la demande du patron, c'est-à-dire qu'il va dire à son ouvrier, bah, tu prends ça et tu le mets à tel endroit par exemple. Et le travail réel, ça va être vraiment l'effort qui est fourni par l'opérateur.
Et donc du coup, l'activité très concrète de l'ergonome, ça va être de la conception et de la correction, c'est-à-dire qu'il va adapter les activités en modifiant les gestes effectués par l'opérateur, principalement par exemple pour les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire que si quelqu'un a un objet à porter pour le mettre d'un endroit à un autre, il va s'arranger pour qu'il soit à hauteur, pour éviter qu'il se baisse, pour éviter les problèmes au niveau des dorso-lombaires, etc. Ensuite, on a aussi des modifications et des améliorations des locaux et du mobilier. Par exemple, un ordinateur qui est posé, il va être plus facilement plus adapté au travail quand il est perpendiculaire à la source de lumière. C'est-à-dire que si tu as le soleil en pleine figure et que tu as ton écran en dessous, ça ne va pas fonctionner. Et même chose s'il est dans ton dos. Après, on va aussi avoir une adaptation des ambiances, c'est-à-dire luminosité, son, etc. S'il y a un compresseur dans la pièce, il va mieux valoir le mettre dans une pièce à côté, comme ça le fluide qui est compressé va venir d'une autre pièce, toujours compressé, donc l'action n'a pas changé. Par contre, du coup, ça évite qu'il y ait du bruit dans la pièce, et donc du coup, par rapport aux principes généraux de prévention, on est bon parce qu'il n'y a pas besoin de PI pour les opérateurs. Et donc la dernière composante concrète de l'ergonomie, je dirais, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les pubs, tu sais, tu as souvent un poignet ergonomique, etc. Donc ça va être un design et une conception d'objet qui va être tout à fait adapté à l'homme. Maintenant, on va chacun notre tour exposer une expérience professionnelle qu'on a vécue quand on a fait des emplois saisonniers ou autres, pour illustrer les exemples de pratiques d'ergonomie, les difficultés qu'il y a pu avoir et les améliorations qu'on aura pu apporter, ou au contraire des situations où le lieu de travail était vraiment adapté au travail qu'on y faisait. Moi j'ai eu une expérience professionnelle en boulangerie. Donc je passais de la chambre froide au four de la boulangerie. Donc ce qui passait, c'est qu'il y avait des gros écarts de température, de moins 21 jusqu'à 30 degrés. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas trop adapter la situation, parce que mettre un pull pour rentrer, ressortir, l'enlever, c'était pas trop possible. Enfin, c'était possible, mais pas envisageable pour moi. Donc, pour montrer qu'il y a des exemples où on ne peut pas forcément adapter l'ergonomie au travail. Moi, je travaillais dans une usine de fabrication de sachets de glaçons. En fait, le principe était simple, il fallait remplir les sacs, les fermer avec une machine, et après, il fallait le transporter de la machine au conteneur, en fait. Donc, à chaque fois, il a fallu prendre le sac, le soulever, le mettre dans un conteneur. Donc, tout au long de la journée, en fait, je devais me baisser, me relever, mettre le sac, me baisser, me relever, mettre le sac. Donc, je pense que pour lutter contre ça, la compagnie aurait dû mettre en place une machine qui permet de rapatrier le sachet de glaçons directement dans le conteneur sans pour autant tout le temps le lever et le mettre dans le conteneur. Moi j'ai travaillé dans une grande enseigne de grande distribution. Alors j'ai réalisé le document unique là-bas et j'ai pu voir qu'il y a beaucoup de postes qui n'étaient vraiment pas ergonomes. Par exemple, on va dire à la fromagerie, le poste de travail était beaucoup trop bas pour les opérateurs, ce qui fait qu'ils devaient se pencher pour attraper la nourriture qui se trouvait en contrebas. Un autre exemple, on avait les grands bacs où toute la nourriture était entreposée, il fallait les prendre, les mettre dans le rayon. C'était un travail vraiment répétitif et très douloureux, alors que le plan de travail serait à hauteur d'homme, il n'y aurait plus aucun souci, moins de descente, moins de torsion du tronc. Et donc voilà, plein de petites choses comme ça qui auraient pu être modifiées au niveau ergonomique. Donc mon expérience professionnelle, c'est pendant les vacances d'été, quand j'ai travaillé dans une serre, où j'étais sur un tabouret et je devais découper des branches sur la table. Du coup, j'avais toujours la tête baissée et à force, ça me faisait mal à la nuque parce que le tabouret était trop haut par rapport à la table. Donc la solution, ça aurait été d'avoir un tabouret réglable pour adapter à ma morphologie. Alors moi j'ai travaillé dans une entreprise qui fabriquait des plats préparés, et en plus de fabriquer des plats préparés, fabriquait des croque-monsieur. Et donc je travaillais sur une chaîne de production de croque-monsieur, et j'étais au poste où il fallait mettre les tranches de pain de mie sur 5 blocs, et les blocs partaient donc après qui allaient être remplis avec du jambon et de la béchamel. Et donc mon poste constituait à prendre les tranches de pain de mie, donc pour ça j'étais obligé de me baisser, car les tranches de pain de mie arrivaient en glissant, donc par gravité, et par rapport à cela, j'étais obligé de me baisser environ tous les 5 minutes pour prendre les tranches de pain de mie.
Alors la solution que l'entreprise aurait pu mettre en œuvre pour régler ce problème, c'est d'effectuer, de soulever la prise de position des tranches de pain de mie de manière à les avoir à hauteur d'homme, et ce qui permettait un mouvement qui était plus adapté au travail de l'homme. J'ai travaillé en tant que saisonnier chez les sapeurs-pompiers. En fait, nous, du coup, on avait un matériel qui était vraiment adapté parce qu'on a dans les cellules d'ambulance, il y a bien évidemment des brancards et qui sont prévus pour être premièrement à hauteur d'homme pour pouvoir travailler quand la victime est allongée dans l'ambulance. Mais on peut également décaler le brancard dans tous les sens, le monter, le descendre pour pouvoir vraiment passer autour de la victime si on en a besoin et également monter, descendre si on a du matériel à positionner dessus. Donc là, il n'y a pas vraiment de souci d'ergonomie. Du coup, c'est plus un exemple qui illustre les solutions qui sont apportées dans la conception du lieu de travail pour pouvoir être au maximum de ses capacités.